Bonjour, bonsoir et bienvenue à toutes et à tous dans Mido AFK, votre podcast League of Legends. Alors que les Croiveurs avaient perdu espoir, une ancienne prophétie s'est encore une fois réalisée. Vous avez beau vous battre, à la fin c'est SKT qui gagne. Et oui mesdames et messieurs, à genoux devant votre roi Faker qui devient le seul joueur de l'histoire à avoir remporté tous les tournois inter de Riot. Dire que certains doutent de sa suprématie. Un Genesis, malheureusement aujourd'hui elle n'est pas présente, étant très malade, je vous invite à lui envoyer beaucoup d'amour pour son établissement sur les réseaux sociaux. Cependant, pour parler du clash asiatique, qui de mieux que celui qui mange la LPL au petit déjeuner? Caster tout terrain, il connaît le refrain, bienvenue à Croc dans Mido AFK. Salut tout le monde, salut à tous, merci de m'accueillir. Ah bah, merci à toi de venir. Vous êtes habitués maintenant, que ce soit en stream ou en podcast, il m'accompagne de manière enthousiaste, il apporte le contraste, ses ennemis, il les dévaste, c'est Chipou. Coucou Chipou. Salut, ça va bien? Ah bah ça va super et toi? Avant de commencer ce petit podcast, on remercie évidemment notre tipeur, parce que nous avons un Tipeee, Milo AFK, Jonathan SP, merci beaucoup, toujours le seul, toujours debout, toujours la banane. Il y a une petite tradition avant de commencer, j'aime bien faire un petit quiz pour tester un peu vos connaissances farfelues de la scène, parce que des fois je me dis que je suis un peu seul. Et la question de cette semaine est la suivante. Quel célèbre caster EU actuellement en activité a rejoint Eclipsia le 23 octobre 2012? Un caster inter, hein, pas un caster français, EU, qui travaille actuellement sur l'ELEC. A rejoint Eclipsia le 23 octobre 2012. Vous pouvez jouer chez vous d'ailleurs. Un caster Europe. Ah, caster Europe qui était chez Eclipsia. Qui travaille en ici qui travaille toujours chez Riot en EU, qui cast. Il y avait un beau communiqué d'ailleurs quand il est arrivé chez Eclipsia. Il était très content d'arriver chez Eclipsia. En 2002 En 2012, 2012. 2002. Ah, 2002, ouais. En 2002, Eclipsia n'existait pas encore. Ouais, puis LoL, c'était bien en 2002. Et puis LoL, c'était pas mal en 2002, effectivement. Est-ce que vous avez une idée? Alors, j'ai une question, moi. Est-ce qu'on a déjà eu une bonne réponse à tes quiz? Non. Okay, vous êtes pas très bon, hein. Parce que ça, c'est de tête, hein. J'ai même pas cherché. Qui c'est qui a pu faire ça? C'est pas Darkos, c'était trop non, Dracos, tôt. c'était trop... C'est un old school. Ça pourrait être le plus africain, Quickshot. Exactement, c'est Quickshot qui avait rejoint Eclipsia le 23 octobre 2012 pour caster des tournois. Et c'est marrant parce que sur le site il y a le communiqué de rentrée et il n'y a plus rien après. Tu sais pas quand il est parti, tu sais pas pourquoi, tu sais pas. Mais il a déjà fait des lives avec Eclipsia? Eh ben il me semble que oui, mais le problème c'est que j'ai pas pu retrouver de traces. Tout ce que je sais c'est que le 23 octobre 2012, et puis de toute façon je suivais à l'époque déjà, et il avait rejoint Eclipsia pour caster en anglais des tournois, parce qu'Eclipsia voulait déjà faire des trucs en anglais. Ils avaient l'équipe avec Freddy 122, etc. Oui, bien sûr, l'équipe internationale. Et puis disparu. Et voilà, on n'a pas trop de nouvelles. Donc voilà. Bon, bien joué à Croc. Tu es le seul à avoir réussi à répondre à un de ces quiz. Je sais pas trop ce que tu gagneras, mais bon, écoute, je trouverai bien. Bon, on va parler Rift Rivals Asia pour le moment. Je pense qu'il y a plusieurs trucs qu'on peut tirer. Je vais en parler surtout avec toi, Croc. Désolé, Chipou. Déjà, je pense que le premier truc sur lequel on peut être d'accord, c'est que Deft est un monstre absolu. Et qu'il est à un niveau actuellement avec Kingzone qui est stratosphérique. Je sais pas si tu suis vraiment Kingzone actuellement, ce qu'ils font. Je trouve ça incroyable, hein. La manière dont ils ont réussi en 6 mois à catch up sur le style de jeu entre guillemets G2 like, entre gros guillemets, et rajouter leur macro, enfin leur manière de jouer. Est-ce que du coup tu penses que Kingzone ça va être un peu le fer de lance du renouveau coréen? Honnêtement, je pense que c'est une équipe qui s'est pas mal remis en question au niveau du coaching staff comme au niveau de la scène, qui a fait des choix quand même assez spécifiques, hein, d'avoir Naiyun à la place de Pound qui est inactif parce qu'il a toujours des soucis de santé, d'avoir fait confiance à Rascal et Cuz avec du coup le duo Deft et Tucin sur le bot side. Honnêtement, en spring, ça a donné une 3e place en régulière saison et ensuite en playoff, ils se sont fait trier par SKT. Et je pense qu'ils se sont du coup pas mal remis en question sur ce qu'ils devaient faire pour performer. Tout le monde a commencé à regarder l'Europe. Rascal et Cuz ont pas mal, je pense, appris. Dev, du coup, avait plus de liberté parce que Naiyun a toujours joué un rôle assez supportif, même s'il a son pool de champions qui s'est pas mal élargi ces derniers temps. On s'attendait pas à autant d'éclairs de génie, mais là, très clairement, sur les Rift Rivals, ils montrent qu'ils sont très forts. Ils le montrent également du côté de la LCK, donc j'ai hâte de voir jusqu'où ils vont aller, même si on a vu que ça pouvait struggle de temps en temps. Honnêtement, là, il y a une belle perf. Après, c'est des BO1. Il faut voir comment ça se passe quand on est en BO3, et c'est ce qu'on peut dire de toute façon des Rift Rivals en général. Wow, en match playoff. Alors pour nos auditeurs, sachez que Naiyun, le mid actuel de
de Kingzone et le joueur qui a eu la plus longue losing streak de l'histoire du compétitif. Ouais. Il avait d'ailleurs été recruté chez Origen lors du fameux fiasco Origen. Il était en mid lane, tout le monde pensait que c'était le pire joueur de l'histoire. Je crois qu'il était en 0-18 quand il est arrivé chez Origen et du coup il a continué jusqu'à... Après il est parti en Turquie, etc. Et là il arrive chez Kingzone, mais genre c'est un redemption arc d'un shonen, c'est incroyable. Il est pas passé par les... Désolé, par les challengers Korea quand même. Je crois qu'il a fait un split en Challenger Korea et qu'après il est passé chez Kingzone. Mais c'est un truc de fou parce que c'est un joueur dont tout le monde disait que c'était vraiment qu'il était éclaté au sol. En Turquie ça marchait pas. Challenger Korea je crois que c'était un peu moyen. Et là Kingzone arrive, le remplaçant de Pawn, genre rien que ça, c'est Naïo. Et c'est vrai que c'est pas, je m'attendais pas du tout à ça. Mais en attendant, en vrai, son style de jeu et ce que demande Kingzone, je trouve que ça correspond pour l'instant parfaitement. Pound, il prenait beaucoup plus de place. Et pour Kingzone, il leur fallait, quand tu as déjà Cuz, Rascal et Deft, je dirais même Tossin, qui est plutôt un engage support, difficile de trouver sa place pour un mid laner charismatique. Donc Nayoun, il se fait plutôt discret, mais pour l'instant, la sauce fonctionne bien. Après, il faut se rappeler que même si pendant les Rift Rivals, ça s'est bien passé pour eux, je reviens sur le fait qu'en LCK, ces dernières rencontres, ça a été un petit peu moins bien. Ils se sont fait quand même 2-0 par Griffin en semaine 4. Et en plus de ça, ils ont fait un 2-1 contre Ornois, alors qu'Ornois, ça devrait être facile pour eux. Et je crois qu'ils avaient aussi perdu un peu plus tôt. C'était face à Damwon. Donc, je dirais que si le départ a été canon, on a eu Cuz qui a pris beaucoup de points avec Rascal. Mais maintenant, il faut voir si ça peut tenir sur la durée. Là, on a été régalé par les Rift Rivals, mais hâte de voir ce que ça va donner en Corée, parce que Deft, il a des gros clients sur la botlane. Il y a aussi un truc pour nos auditeurs, faut savoir que le Rift Rivals EUNA, c'est un peu de la rigolade. Par contre, le Rift Rivals Asia, c'est un truc de fou. C'est pas les Worlds pour eux, mais il y a une question de fierté incroyable. La Corée en plus n'avait jamais gagné le Rift Rivals, et il y avait un truc ils nous ont volé entre guillemets le championnat du monde. On n'a pas gagné le MSI et là on arrive au Rift Rivals et du coup ça a été un bain de sang. La LPL s'est fait massacrer. Pardon, j'ai cru que t'allais. Excuse-moi. Et il y a un truc important, je pense, à sortir de ce tournoi, c'est que la LPL déjà a un gros problème, un petit peu comme l'NA, de top 1, top 2, le reste. Il y a vraiment un gros gap, et surtout un gros gap d'un point de vue macro, parce qu'une équipe comme IG joue énormément sur la micro évidemment, ils jouent sur les lanes, mais ils font pas non plus n'importe quoi d'un point de vue macro, ils ont quand même une idée générale de comment jouer le jeu. Et on voit que hors IG, il y a quand même pas mal d'équipes, il y a JDG aussi, qui est une surprise incroyable, Imp qui revient. Ils ont vraiment un problème de quand ils se font éclater en phase de lane, ou quand ils gagnent pas la phase de lane, ils galèrent, ils font des trucs un peu bizarres, ils placent mal leur ward, etc. Et le truc, du coup, que je me pose comme question, c'est que est-ce que finalement on n'a pas le même problème que Team Liquid, c'est-à-dire que IG joue son style de jeu, ils sont premiers, bon là ils sont un peu en galère, mais et du coup ils tirent pas forcément leur région vers le haut, parce que la manière dont ils jouent fait que si tu te fais punir, c'est fini, mais en même temps, si tu punis pas, c'est fini aussi. Je sais pas si c'est clair, ce que je veux dire, c'est que est-ce qu'on n'a pas un problème d'entre guillemets d'équipe top 1, alors qu'en Europe on a G2 qui essaye tellement de trucs que finalement t'apprends toujours quand tu joues contre eux. Ouais, alors pour moi, je pense que ce serait à corroborer avec d'autres coachs et autres, mais je pense que G2 et Invictus Gaming sont les deux teams qui ont été le plus scouts de tout le Spring Split. Oui, clairement. Donc, qui dit scout dit on veut essayer de comprendre les stratégies. Les Rift Rivals et le MSI a permis de mettre un gros curseur plus sur G2 que sur Invictus, puisque Invictus est sorti en demi-finale. Et du coup, je pense qu'une bonne partie de la région Chine prend exemple sur ce que fait G2 et Invictus Gaming, à savoir beaucoup de micros, des joueurs très explosifs, ils sont très forts sur leur league game, mais par contre, ça struggle dès qu'on n'a pas pris un gros lead. En LPL, on sait que c'est sur des BO3 et que du coup, ça se passe quand même beaucoup sur du mental. En plus, ça se passe sur scène. Donc, les joueurs jouent beaucoup des victoires qu'ils acquièrent avec des early game ravageurs, etc. Donc, je pense que la LPL tout entière est en train de suivre ce que fait Invictus Gaming, avoir des super solo laners. On l'a vu avec JD Gaming pour Yagao et pour Zoom. On l'a vu du côté de Phoenix Plus avec Gingun et Doingbi qui ont offert des magnifiques games. Le panthéon mid. On le voit un peu moins avec Knight et Loken parce que c'est un peu un autre style de jeu, même si Knight est un très bon mid laner.
Mais en attendant, du côté de Top Sport, on pourrait dire également que ça suit cette courbe de plus de microplay. Et si on microplay bien, on sera capable de tout jouer. Je pense que ça leur donne des avantages sur des BO ou qui sont à 50-50. Mais là, on a vu que la LCK avait bien plus appris. Et je pense que le fait que ce soit à domicile aussi, la LCK était bien en place. Quand on a vu les Chinois jouer chez eux ou quand on a vu les Asiatic Games de l'année dernière et la Chine qui avait gagné, on voyait que ça jouait aussi sur une grosse population qui s'était déplacée pour acclamer ses champions. Donc, hâte de voir ce que ça va donner. Après, la LPL n'avait pas envoyé RNG. Je pense que la LCK était bien en place. Ils ont un peu mieux appris et ils apprennent plus vite. Maintenant, Invictus. La LPL n'est pas trop à fermer. Sur la question du top 1, je pense que oui, Invictus, du coup, au vu du fait qu'ils ont changé Rookie pour Forge, parce que Rookie avait des soucis dans sa famille, ça n'a pas aidé à ce que le niveau se prépare au Rift Rivals. Après, on va dire que comme c'était pas chez eux, qu'ils l'avaient déjà gagné l'année dernière. D'ailleurs, tout va bien pour Rookie qui est revenu jouer. Son père a eu une opération, il va bien. Il a fait un post Weeaboo pour expliquer, etc. Donc tout va bien, pas d'inquiétude. Et justement, tu me donnes un rebond parfait puisque tu parlais d'apprendre. Et apprendre la Corée, il y a un truc qui me fait mal, et il faut le dire, SKT. Pour moi, SKT, je sais pas, j'ai l'impression que déjà ils sont... C'est vraiment... On vit et on meurt par Clid. Si Clid fait des trucs, c'est ok. Si Clid a une mauvaise game, c'est la fin de la game. Bon, la méta veut aussi tendre vers ça, mais j'ai vraiment l'impression que autant les autres équipes se sont vraiment remis en question et il y a eu une recherche un petit peu de bon ben là on n'arrive pas, qu'est-ce qu'on peut faire? Autant du côté des SKT, j'ai l'impression que on essaye toujours de rester sur le même style de jeu. On n'a pas vraiment envie d'aller chercher un peu plus loin, de profiter par exemple du Rift Rivals pour essayer des trucs, ou même en saison régulière on le voit, et ça se voit ça, parce que quand Clid n'arrive pas à jouer quoi, bah SKT ça joue pas vraiment. Et on a vu dans la game IG contre SKT, il n'y a pas forcément de problème de solo lane, parce que bon pour le coup on voit que Faker Rookie meilleur mainlaner du monde, excusez-moi, bon après il y a le truc qu'il a pas trop joué, mais il a dit dans son post qu'il s'entraînait quand même, donc c'était un peu ok, mais Faker qui fait d'ailleurs le flank et tout, etc. Il n'y a pas vraiment un problème de solo lane, mais il y a vraiment un problème, j'ai l'impression on essaye toujours de jouer d'une manière qui fonctionne pas forcément et on se fait éclater à la moindre erreur. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui SKT est dans le bottom tier de la LCK. Arrête, dis pas ça. C'est dur, mais c'est une équipe qui est capable de 2-0 KT, de 2-0 Genji, mais de se faire 2-0 par Griffin et par Damwon, enfin 2-1 par Damwon. Donc faut se dire quand même que c'est pas le meilleur SKT qu'on ait pu voir. Pourtant la line-up elle fait rêver. Quand tu as récupéré Mata, quand tu as récupéré Clid, qui est sûrement l'un des Coréens qui connaît mieux la LPL, du fait de son ancienne équipe avec qui il jouait. D'ailleurs, il a retrouvé un de ses coéquipiers, Yagao, en plus, c'est vrai. durant les Rift Rivals. Pour moi, on a un souci à la fois de bot lane, à la fois de top lane. On a peu envie de se commit. On prend toujours le même type de champion. Il me semble que Khan en LCK, c'est énormément de Atrox. Oui, c'est Atrox, un peu de Camille. Atrox, voilà, exactement. Alors du coup, c'est plus facile pour l'adversaire de contrer et on a juste à aller ban du côté de Clid un jungler ou deux, ce qui fait que on n'a pas vraiment de méta SKT. Je pense que c'est une équipe qui va encore pas mal apprendre. Ils ont testé beaucoup de choses. Ils ont sorti Haru, ils ont déjà mis Gori mid lane à la place de Faker. Ils ont fait jouer également Effort. Après, là, sur ces Rift Rivals, il n'y en a qu'un seul qui est éclatant et c'est ce qu'on attend. Pour les Occidentaux, c'est ce qu'on attend, c'est-à-dire de voir Faker briller et de continuer à briller. Là, il l'a fait. Par contre, il est le seul à briller aujourd'hui chez SKT. Je dirais c'est un peu dur, mais c'est sûrement le cas, quoi. Après, est-ce que c'est pas l'histoire de Faker chez SKT? Enfin, non, mais disons Faker. Normalement, il avait un duo mid-jungle qui détruisait tout. Et aujourd'hui, il est plus 50%. Et on n'avait pas du tout ce genre de choses. On avait un 80-90% si on avait Bengi et qu'on changeait avec Bengi, mon cœur un autre jungler, quoi. Donc là, pour SKT, il va falloir vraiment trouver le meilleur choix. J'ai vu Haru, j'ai pas été convaincu. Pour moi, Haru et Clid partagent beaucoup de choses et je trouve que c'est dommage d'avoir deux junglers qui se ressemblent beaucoup, qui sont capables de faire la même chose, alors qu'on attendrait plutôt des joueurs qui font justement les choses différemment. Et pourtant, il y a tellement de bons éléments en LCK que je me demande pourquoi à la place de Haru, on prendrait pas quelqu'un d'autre.
Après, la saison est ce qu'elle est. La LCK change rarement ses joueurs, sauf faute grave. Normalement, il n'y a pas vraiment de changement. Donc, c'est vrai que moi, si je pouvais y ajouter en deuxième paire, j'allais dire même. C'est trop bien. Dread, ce serait ce qu'il y a de mieux, mais le problème, c'est que Dread et Clid, je pense qu'ils se ressemblent bien. Mais même un. Écoute, moi j'ai un rêve pour SKT. C'est Ambition en second jungle et Flame en second top laner. Non, mais, ça, ou alors ils viennent chercher on Flick et Clid, et là, bah, t'as le meilleur mid jungle possible, je pense. Mais enfin, Dread a fait beaucoup de bons matchs, donc ce serait difficile de pas mettre Dread, mais ouais, bon, là on refait l'histoire parce que pour l'instant, SKT joue avec ces deux junglers. Je pense que Clid, il va falloir changer le management autour de lui, qui travaille sur peut-être devenir un nouveau Bengi, de laisser Haru start, puis que Clid comprenne tout ce qu'il doit faire et go in. Le problème, c'est qu'il est souvent verrouillé avec ce non-Lee Sin, et les Lee Sin players n'ont pas trop la cote, puisqu'on leur banne ce champion et ils sont moins capables de briller. C'est pas catastrophique non plus pour lui, mais non, il a quand même des champions assez forts. Et je pense qu'on a fait plus ou moins le tour des Rift Rivals. En tout cas, Asia, moi, il y a le dernier truc pour moi qui est vraiment important, c'est que déjà, il y a Papa Smithy qui casse pas IG contre SKT, c'est un scandale. Et la Corée, ce qu'on a vu, c'est qu'en 6 mois, plus ou moins en 6 mois de jeu, bon, à part SKT, ils ont réussi à assimiler, entre guillemets, alors il y a des erreurs toujours évidemment, assimiler le style de jeu qui est très fort actuellement, donc je sais pas comment on peut l'appeler, mais le IGG2 style, quoi. Et on voit que le bordel, ouais, c'est ça. Et au lieu de copier vraiment ce qui se fait, ils ont ce truc. Alors c'est peut-être de la fierté, mais ils ont ce truc ils gardent quand même leur macro hyper forte et leur prise de vision, etc. Enfin, c'est tous ces rituels entre guillemets coréens où tu sais que là on prend la vision, etc. Alors que IG fait pas forcément ça. Et j'aimerais bien voir justement ce clash des petites variantes au Worlds, et j'espère qu'au Worlds la Corée va être en forme, parce que là c'est la rédemption. Je veux dire, il faut que la Corée arrive à faire quelque chose sur ces Worlds, et surtout à montrer à la Chine que c'est pas fini l'ère de la Corée, parce que là en Chine le consensus c'est oui, de toute façon la Corée c'est fini, il y a que G2 qui nous fait peur, et c'est fini. Et j'aimerais bien moi revoir SKT comme ça là, Faker sortir ses pics, parce que c'est la méta en plus de Faker, c'est la méta de sortir des champions mécaniques. Khan aussi c'est sa méta, il sait jouer des Fiora, des trucs comme ça, et pourtant ça ne marche pas, et ça me rend très triste. On va parler, si on a rien ajouté, est-ce qu'on a quelque chose à ajouter sur les Rivals peut-être? Non, mais c'est toujours une bonne initiative pour regarder un peu les équipes à l'international avant les Worlds, mais évidemment, c'est les Worlds qui vont compter. Et la Corée, on verra 3 équipes, tout comme la Chine. On n'a pas trop parlé des 2 autres nations, mais elles ont plus fait de la figuration. Donc, ouais. Plus important. C'était dommage. Bah attends, juste, tu penses que c'est quoi les 3 équipes qui vont partir en Corée? Là, de vite fait. Au Worlds, Worlds, les 3 équipes là. C'est encore tôt, mais au vu de ce que SKT m'a montré, ça me fait un peu peur. Après, SKT, on les voit souvent revenir en playoff, et crush pendant les playoffs. C'est ce qui s'est passé cette année, donc en spring. Donc honnêtement, j'aimerais beaucoup avoir SKT Griffin Sandbox. Ouais, c'est exactement mais pareil, je serais presque prêt à troquer SKT pour Kingzone ou Damwon. Kingzone plus que Damwon. Damwon, j'ai un peu peur que l'expérience internationale soit pas suffisante pour certains. Autant j'ai pas peur pour Flame et même pour Showmaker, mais j'ai un peu plus peur pour la jungle, pour Nuguri s'il est affiché, ou même pour la botlane Nuclear, Aries, Beryl, Hoyt. C'est pas des joueurs qui ont beaucoup eu l'habitude internationale. Ils peuvent surprendre, mais je pense que une compétition comme les Worlds, le 3e slot, si c'était le cas pour eux, je pense que ce serait le 3e slot pour Damwon, et il est dur parce que c'est des play-in, et je pense qu'ils peuvent se faire surprendre plus que eux ne peuvent surprendre. Voilà. Ok, d'accord. Bah écoute, moi j'ai plus ou moins les mêmes pronos, même si évidemment, bon, je suis un SKT fanboy, donc j'ai envie de voir SKT aller aux Worlds et gagner. Je veux voir Faker avec son 4e titre de champion du monde. Bon, pour le moment, ça a l'air assez compliqué. On va changer, on va parler un petit peu des NA. Déjà, une grande nouvelle, après 1176 jours, CLG emporte une game contre TSM. 1176 jours. CLG a battu SKT et G2
entre temps. C'est-à-dire que la dernière fois qu'ils avaient battu TSM, ils n'avaient pas encore battu CLG et SKT. Je sais pas si vous vous rendez compte. G2 et SKT. Je sais pas si vous vous rendez compte du truc. 1176 joueurs et enfin TSM a fait n'importe. Alors c'était le fiasco. Hein. Sven qui joue Yasuo, c'était n'importe quoi. Mais on va pas revenir game par game sur les clowns fiesta qui se passent en NA, même si Optic est la meilleure équipe du monde, bien évidemment. Moi, il y a un truc qui m'a beaucoup dérangé, c'est que j'avais l'impression que les équipes qui ont le plus appris du Rift Rival, c'est celles qui n'y étaient pas. À part peut-être Cloud9, et encore Cloud9, le truc c'est qu'ils avaient des joueurs malades, etc. Donc on sait pas vraiment. Mais par exemple, on a vu Clutch Gaming qui a vraiment essayé des trucs avec Codison qui joue Z et qui va en mid lane, Damonte qui joue Syndra qui va en bot lane, etc. On a vu EcoFox faire pareil. On a vu même Golden Guardians essayer, etc. Et pourtant, on voit Team Liquid qui arrive et qui pique Sona Taric. Et ça, c'est interdit. Enfin, moi j'étais devant mon écran, je là, mais vous foutez de ma gueule. C'est incroyable. Et justement, ça c'est. On parlait tout à l'heure, je te parlais de la responsabilité du premier. Et je sais que c'est peut-être pas. C'est peut-être. Tout le monde ne pense pas comme moi. Mais moi j'ai toujours eu ce truc dans tous les sports compétitifs que j'ai fait, etc. Pour moi, quand t'es premier, t'as une responsabilité avec les gens qui sont en dessous de toi, avec qui tu compites, parce que au final, quand tu compites, enfin même dans tous les sports, par exemple, tu fais du basket, quand tu compites avec les équipes internes, c'est juste pour aller battre d'autres équipes. Je veux dire, vous n'êtes pas vraiment des adversaires, vous êtes plutôt des sparring partners, etc. pour aller dans les plus gros tournois. Et pour moi, il y a cette responsabilité de tirer ta région, tirer tes mecs vers le haut. Et là, Team Liquid, ils arrivent et ils piquent Sona Taric et ils font n'importe quoi. T'as l'impression qu'ils, je sais pas, après le Rift Travel, ils se sont dit tiens, on va prendre une semaine de vacances parce que. Et je sais pas, c'est désastreux de voir ça, parce que le problème c'est que ils ont même pas un style de jeu qui punit les erreurs. C'est-à-dire qu'en face de Team Liquid, en A, tu peux faire n'importe quelle erreur, tu fais pas punir, tu perds juste parce qu'ils ont une meilleure macro et qu'il y a CoreJJ qui met des wards au bon endroit et qui des fois, parce que CoreJJ, je sais pas trop pourquoi, alors qu'il était excellent en spring, il commence à faire un peu n'importe quoi, peut-être des problèmes de, c'est pas trop, des fois il engage, c'est pas vraiment ce qui se passe et ça fait peur parce que du coup on a un Team Liquid flamboyant qui arrive jusqu'en finale du MSI, qui arrive à éclater IG, faut le dire. Et là, ils arrivent en NA, ils reviennent. T'as les Rift Rivals, tu te dis ouais, ils ont appris trop bien et tout. Et là, tu vois Double Leaf sur Sona qui est en plein milieu d'un teamfight qui est positionné comme si c'était un Shogat qui se fait one shot. Et tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe quoi? Alors que tu vois Clutch Gaming et EcoFox qui sont derniers, qui essayent des trucs alors ça marche pas effectivement, bon ils ont pas encore assez d'entraînement je pense, mais ils essayent de porter, enfin de faire des trucs, d'innover etc. après avoir vu les Rift Rivals, et du coup je me dis mais bordel, mais qu'est-ce qui branle, vraiment désolé d'être aussi vulgaire, mais qu'est-ce que branle Team Liquid? Ouais, c'est un peu ça je pense, justement, tant que t'es dans le haut du panier, on va dire, t'as pas forcément besoin en fait d'essayer ça et de te prêter, enfin de rentrer dans ce jeu-là, je pense. Ouais, mais Alors que les équipes qui sont en bas de classement, elles, ont tout à gagner à faire ça. Puisque oui, dans tous les cas, ce qu'ils faisaient déjà marchait pas. Donc, quand ça fait 4 ans que tu te fais éclater à tous les tournois inter, que t'as enfin un espoir, et que tu te dis oh ça y est, même si notre solo queue pue la mort, que notre ping pue la mort, que notre communauté pue la mort et qu'on a que des streamers et des OTP en ranked, on peut enfin faire quelque chose. Et ils disent non on va arrêter, on arrête les efforts, c'est incroyable quand même. Ouais, je pense que t'es un petit peu oui, je suis un petit peu dur sur la NA, effectivement. C'est un peu dur. Après, la vie, quoi. C'est une méta qui est un peu différente. Il y a des priorités qui sont comprises ou apprises en fonction des scrims. Nous, on n'a pas forcément toujours accès à ça. Je me garderais bien de parler beaucoup de ce qui se passe en NA parce que je les regarde peu. Et en plus de ça, je sais qu'on a des observateurs aguerris parmi notre team de casters. Donc, je leur laisserai bien le mot là-dessus. Après, Gardoum, par exemple. c'est vrai que en vrai, c'est sûr qu'en Asie, c'est beaucoup mieux compris si on fait la différence avec l'Occident, que on a évidemment la volonté de faire top 1, d'être le premier de sa nation, mais on sait qu'on n'y arrivera pas tout seul et que du coup, les opposants d'aujourd'hui sont les sparring partners de demain et on en va en avoir besoin pour être de plus en plus fort. Et que du coup, il faut que les équipes soient stimulées les unes les autres pour se dire que plus elles font des matchs intéressants, plus elles vont pouvoir gagner de l'expérience en vue des Worlds, parce que c'est des équipes qui ont justement une vue sur les Worlds, comme Team Liquid. Et c'est vrai que si ta région, c'est full n'importe quoi, on sait comment ça se termine. Hein. Ça se termine qu'on demande un slot de wildcard au lieu d'un slot d'équipe compétitive, quoi. Donc,
je dis pas qu'elles le sont pas parce que c'est trop fort, mais c'est le fait de dire que la région du coup peut en pâtir. Après, dedans il y a des bons élèves aussi quoi. Optic en fait partie. On a de la chance sur cette saison. Oui, et j'espère que d'autres pourront suivre le pas. On voit qu'effectivement ça se sauve par des strats ou des mécaniques qui sont là depuis longtemps hein, pour Team Liquid, entre autres menés par leur support. Hâte de voir comment ça va se démêler parce que finalement il y a beaucoup d'équipes qui sont à 1 ou 2 victoires les unes des autres quoi. Donc ça va être peut-être plus intéressant que dans d'autres tournois où on sait qui va gagner à la fin quoi. Ouais, clairement. Et du coup il y a deux trucs, c'est que le problème, enfin, c'est que j'ai pas l'impression que, tu vois, par exemple, quand on a vu les Rift Rivals, on a vu que la Corée a fait front face à la Chine. Et la Chine a fait front face à la Corée. Tu vois, il y avait ce truc, tu le sais, par exemple, il y avait sur le cast officiel, t'avais Papa Smithy, etc., qui en parlait. Les coachs coréens étaient tous ensemble, ils ont tous travaillé ensemble, les drafts, tu sais, sur le BO à la fin où ça tourne, etc. Tout le monde s'entraidait, etc. Il y avait vraiment ce truc de. Et en NA, bah, t'avais pas l'impression qu'il y avait vraiment ce truc de cohésion d'équipe pour pouvoir aller plus loin. Tu parles pour les Rift Rivals ? Je parle pour les Rivals et pas que, même la suite, parce que forcément ça amène un. Tu vois, en EU, même si il y avait un peu de troll, tu peux le voir un peu dans le vlog de Fnatic, etc. Il y a quand même des discussions, même après le Rift Rivals, tu vois. Et même les joueurs entre eux, ils discutent, etc. Et en NA, t'as vraiment l'impression que. Je sais pas, c'est super désorganisé. Et d'ailleurs, un bon point, hein, Cocorico, Zabutin arrive alors il n'y a pas que lui hein, bien évidemment, je veux dire, il n'est pas le seul coach de son équipe à mener, mais le coaching staff de Optic Gaming mené par Zabutin arrive, même s'il tente pas des trucs fous, même s'il joue pas la méta G2 etc, ce qu'il joue il le joue propre et c'est acquis, et tu vois qu'ils ont un plan de jeu, et bon, quand ça passe pas, bon d'ailleurs voilà, le dernier game là a été compliqué, mais tu vois que il y a un coaching staff qui a, c'est bizarre mais tu sais, qu'il y a une marque, qui a une empreinte. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, Croc. Peut-être en tant que caster, ça se ressent plus. Mais tu sais que quand Optic joue, c'est Optic. Tu vois ce que je veux dire? Tu as ce truc dans le jeu où tu vois que le coach a vraiment une influence, en tout cas le coaching staff. Quand tu vois TSM jouer, t'es là, bon bah alors. Est-ce que Sven il va dash in avec Ezreal ou pas? Et puis, Ouais, c'est ça. La marque de fabrique de TSM, ça a toujours été un jeu très analytique. Leur coaching staff, à la fois incarné par Part, mais maintenant par d'autres, je ne sais même plus qui est le nouveau. C'est Zix qui est le head coach. Zix, ancien coach de CLG. Ancien CLG. Du coup, c'est du coup très analytique, mais parfois c'est loin de la réalité par rapport à ce que l'équipe sait jouer ou ce que l'équipe est capable de faire, voire même à quel point l'équipe s'apprécie et apprécie jouer les uns avec les autres. Donc forcément, du coup, ce que tu peux imaginer sur le papier ne se transforme pas du tout pendant les games on stage. Il y en a d'autres qui le font mieux, mais j'avoue que ça vaudrait le coup d'en discuter directement avec Zab. Hein. Oui, bah c'est un peu compliqué quand même en pleine saison, mais effectivement ce sera un super truc intéressant. Et donc voilà, moi mon dernier point pour passer sur Teamfight Tactics, c'est que même si TSM ont perdu, on a vu par exemple Sven jouer Yasuo, on a vu des tests et on a vu que Sven a fait une interview super intéressante à la fin des Rift Rivals, non, à la fin pendant le BO il me semble, où il disait que bah ouais, on s'est fait défoncer. Clairement, on se fait éclater, on s'est fait stomp 2 fois, c'est contre Origen et contre G2, et il y a vraiment des trucs à apprendre, et surtout, il y a une remise en question directe qui vient, contrairement aux Worlds où les Worlds on perd, et puis on attend quelques mois, et après on rejoue. Là, les Rift Rivals, pour les NA, il y a eu ce week-end, et on rejoue la semaine directe après. Et on a vu que TSM, bon, même si c'était, voilà, encore une fois, c'était un peu bizarre, mais au moins, il y a cette prise ils ont de retravaillé, conscience. ils ont testé direct. C'est ça, voilà. Ils ont retesté, il y a cette prise de conscience. Et tu vois, Team Liquid, en soi, on sait très bien qu'ils vont aller aux Worlds. On sait très bien qu'ils vont gagner les playoffs. Ils ont juste à rejouer la macro qu'ils jouent et ils gagnent. Et je comprends pas qu'ils veulent grappiller ces petites victoires une par une en jouant Sonataric, alors qu'en plus ils perdent. Alors, ça, c'est scandaleux. Mais enfin, tu vois, je sais pas, j'ai du mal avec Team Liquid. Je vois pas où ils vont, je vois pas ce qu'ils font. Et j'aimerais beaucoup, j'aimerais qu'ils parlent un peu plus, les coachs, ou même juste les équipes. Qu'ils essaient un peu de s'ouvrir, de dire bah voilà, là on s'est fait éclater, là on s'est pas fait éclater. Et c'est marrant parce qu'on dit que la Corée est un pays assez fermé, mais pour le coup la Corée en conférence de presse, d'ailleurs il y a une interview de Faker incroyable qui est sortie, bon qui parle pas de ça, mais en conférence de presse, etc., ils en parlent souvent de ça. Ils se disent bon ben voilà, là ça s'est mal passé, on va faire ça. Et les fans, ils ont un dialogue entre guillemets avec les équipes, où ils se disent mon équipe a compris. Bon, SKT l'équipe qui est peut-être le plus discret sur ça, mais les autres équipes font souvent des conférences de presse pour en parler, etc. Et je trouve ça dommage
qu'on n'ait pas ce truc des équipes NA qui nous parlent un peu pour essayer d'aller un peu plus loin. On va passer à un autre sujet, à moins qu'on ait à rebondir là-dessus. Non, vas-y. Non, on va passer à un autre sujet. Avant tout, sachez qu'il y a eu des trademarks. Vous savez pas ce que c'est les trademarks, ce sont juste des noms déposés chez Riot. De plusieurs choses, notamment un jeu ou un service sur mobile vis-à-vis de League of Legends. Et on sait d'ailleurs, ça c'est les petites news, la petite investigation sereine, que Riot est très impliqué, enfin en tout cas a été impliqué financièrement avec Hypixel. Je sais pas si vous connaissez Hypixel, c'était un serveur Minecraft, c'était 2 mecs qui faisaient des maps Minecraft et des serveurs Minecraft, et ils ont récemment sorti leur jeu qui s'appelle Hytale, qui est super inspiré de Riot, de Minecraft, excusez-moi. Et en fait, ils ont développé un launcher. En fait, c'est plus un launcher où il y a plein de jeux, en fait. Et du coup, il y a des trucs de technologie, tu te dis. Et en plus, c'est des trucs portage mobile et PC. Donc tu vois, il y a tout ce truc. Teamfight Tactics, Auto Chess et aussi. Enfin, Dota Underlord est disponible aussi sur mobile. Chez Riot, on a déposé un nom qui s'appelle Forge. On sait que Forge, par exemple, sur Minecraft, c'est un mode qui permet d'avoir plein de modes et qui permet de faire la passerelle entre Minecraft et les modes, etc. Donc, est-ce que finalement, Teamfight Tactics, ce serait pas l'ouverture enfin du Games de Riot Games? Est-ce que on va pas nous sortir demain, je ne sais pas, un RPG solo après Cyberpunk développé par CD Projekt sur Rise, etc., etc. Et avant de commencer à parler vraiment de Teamfight Tactics, si là Riot vient vous voir et fait, on fait le jeu que vous voulez quoi comme jeu dans l'univers sur l'IP League of Legends ou fait par Riot Games? Croc en premier, on fait de haut en bas, ou sinon Chipou, c'était déjà une idée. Je t'aurais dit qu'à l'époque, on s'intéressait à un MMORPG côté Riot, j'ai l'impression, avec les reworks de beaucoup d'histoires, du lore, etc. La map en plus, qui est exactement comme une map de RPG, enfin de MMO avec des zones à débloquer et tout. Du coup, ça se donnait forcément cette idée que peut-être tu pourrais incarner Draven, je sais pas, Karma ou Ahri dans un monde 3D avec des aventures ou ce genre de possibilités. Je pense que ils ont construit une histoire qui fonctionne bien. Elle est dérivée d'autres histoires qu'on avait connues avec Warcraft, puis avec Dota. On peut presque tout construire avec. Enfin, quand on voit que Warcraft est devenu un film, tu dis que tu crées suffisamment d'histoires et même d'histoires dans les histoires pour avoir des préquels, des spin-offs et tout le tintouin. Je pense que honnêtement, TFT, c'est un bon moyen pour amener les gens à l'essence du jeu, qui est différentes typologies de champions qui sont capables de faire des trucs. Ça permet de résumer un peu le champion pour des gens qui connaissent pas très bien le jeu et qui découvriraient à travers ça. Donc, il y a beaucoup de choses à voir. Moi, tu parles de mobile, je me dis, le premier qui... Enfin, c'est pas le premier, puisque du coup, Valve l'a déjà fait, mais si Riot arrive à sortir TFT assez rapidement sur mobile, je pense qu'ils peuvent aussi toucher une population un peu plus jeune et mêler les générations. Ce qu'avait un peu pris le Fortnite et PUBG, surtout PUBG plus que Fortnite, puisque Fortnite était très adapté à une jeune population, mais PUBG, en sortant à la fois du mobile et un jeu sur laptop, tu avais la possibilité vraiment qu'il y ait des vieux joueurs qui sont intéressés par les FPS et des jeunes joueurs qui se disent que ils ont rien d'autre de plus cool que de jouer à PUBG sur leur téléphone. Ok. Chipou, c'est quoi ton jeu Riot Games de tes rêves? J'imagine que tu t'en doutes un peu, toi. Bien sûr, mais je sais. Forcément, même si je vois pas trop comment faire, pour moi, ce serait un MMO. Moi, je sais exactement comment faire. Je suis toujours dans... le truc, c'est que tu pourrais pas incarner un champion. Non, ça n'a aucun sens déjà. Non, c'est des maîtres de classe, les champions. Tu sais, t'incarnes genre. Oui, voilà, par exemple. Ça serait une solution. Tu sais, genre Draven, c'est le maître des rangers, tu vois, genre, tu sais, des rangers d'une certaine faction. C'est ça, ouais, tu sais, des Blade Masters, etc. Enfin, ce serait incroyable de faire un MMO dans l'univers de League of Legends. T'as tellement de richesse, t'as tellement de classe en plus. C'est ça qui est fou. Et puis surtout, enfin, avoir. Enfin, une boîte aussi grosse que Riot qui fait un MMO serait peut-être l'occasion d'avoir finalement notre MMO entre guillemets parfait qu'on attend depuis si longtemps après WoW. Un autre MMO que WoW. Après, sinon, en tout cas, il faudrait que ce soit très très profond au niveau de ce qui est possible de faire, parce que les gars de chez Riot l'ont pas mal dit l'année dernière, alors, à moins qu'il y ait eu des revirements de situation, mais dans les dernières interviews des 2 dernières années des fondateurs de Riot Games, il y avait beaucoup la volonté de dire qu'ils faisaient des jeux pour les hardcore gamers, qu'ils faisaient pas des jeux pour le grand public.
TFT pour moi est pas trop l'apanage de ça, parce que je le trouve un bon moyen d'appréhender League of Legends et son univers plus facilement que si c'était un MMORPG, parce qu'un RPG, il y aurait plein de trucs à apprendre, etc. Mais je pense que l'essence de ce qu'ils veulent délivrer, c'est plutôt des jeux avec une forte longévité et évidemment mise à jour régulièrement, etc. Et qui mélangent, ils aimeraient que ce soit à la fois e-sport et du coup très profond pour que ce soit ceux qui ont une bonne connaissance de jeu qui progressent. Le problème, c'est que j'imagine qu'ils sont aussi poussés par Tencent, de leurs investisseurs, et d'autres à dire les gars, il va falloir quand même shipper du jeu parce que vous êtes 5000 dans le monde, ou 3500 ou 5000, je sais plus. Vous générez de l'argent que sur un jeu. Ils sont 3500. Nous, on en a besoin de plus. Et aussi, évidemment, quand tu investis, quand tu es investisseur, la plupart du temps, l'éditeur du jeu te dit pas oui, on va faire continuer notre jeu actuel, on va sortir des nouveaux choses. Non, c'est pas suffisant. Enfin, on va sortir des skins de Harry. Voilà, exactement. Et on va sortir même un launcher spécial pour vous, les Chinois. Non, eux, ce qu'ils veulent, c'est évidemment gagner 5, 6, peut-être 10 fois leur mise, vu qu'ils ont mis beaucoup d'argent dans cette pépite. Donc, si pour gagner 10 fois leur mise, il vous faudrait soit 5 League of Legends différents ou d'autres trucs. Donc, pour l'instant, ils se sont beaucoup installés sur l'e-sport. Ça me ferait bizarre de ressortir sur un MMORPG tellement ils ont étendu leur secteur e-sport, même au national et tout. Ils pourraient profiter du réseau qu'ils ont commencé à créer. Mais tout est une histoire de stratégie et je crois qu'ils en testent beaucoup en interne. Il faudrait avoir des gens. Ouais, c'est ce que j'avais vu sur un post. Ils en testent plusieurs, Je vais pouvoir vous donner des infos du coup. Juste, désolé, Chip. Donc déjà, Marc Merrill et Brandon Beck ne sont plus à des postes de décision chez Riot. Mais on a un Français qui y est. Oui, c'est vrai. On a un Français. C'est Nicolo. C'est ça, Nicolo Laurent, qui est en CEO de chez Riot. Mais en gros, donc déjà, les deux fondateurs n'ont entre guillemets plus aucune décision vis-à-vis du jeu. Et moi, j'en ai parlé dans un autre Midwife K. Je connais des gens qui travaillent chez Riot. On va pas dire les noms, bien évidemment. Mais des infos que eux ils ont. Et faut savoir que Riot, c'est un bordel monstre d'organisation, etc. C'est normal. C'est une entreprise qui a grandi très vite. Du coup, c'est très compliqué. Eux, à leur connaissance, il y a eu 8 jeux Riot rebootés, certains très genre pas loin du chip et certains l'état de concept, mais parce qu'en fait ils racontent que l'ambiance quand ils font un jeu, c'est-à-dire qu'ils se disent en fait c'est limite il y a une pression de si on fait une erreur c'est fini et il y a une pression incroyable qui fait que du coup là TFT le projet est abandonné quoi. Ouais c'est ça, TFT c'était la pépite, ça marchait déjà, ils avaient juste à entre guillemets à copier ce qui était fait chez AutoChess, ils peuvent un petit peu dire à leur public au fait on fait d'autres trucs, regardez venez sur le launcher pour autre chose, pour introduire le launcher qui finalement va devenir un peu un battle.net quoi. C'est-à-dire que tu auras plusieurs modes de jeu autour de League of Legends, un peu comme Warcraft, World of Warcraft, etc. Mais bon, c'est une belle introduction je pense. Maintenant on va parler un petit peu. Oui pardon. J'ai quelque chose à dire quand même. Oui, évidemment. Pour rebondir sur Tencent, puisque tu en parlais Croc, il y avait justement c'est Arena of Valor qui est de Tencent. Yes. Yes. Et justement, Arena of Valor marche pas trop en Occident. Et j'avais vu un post comme quoi Riot allait produire un jeu mobile quasiment comme Arena of Valor pour l'Occident justement. Est-ce qu'on a eu des news sur ça ou pas? League of Legends Supremacy. C'est la trademark qui a été déposée. Ça s'appellerait League of Legends Supremacy. Ce serait alors tu sais dans le trademark t'as des catégories. C'est application, jeu, service mobile. Donc s'il faut, ce sera un MOBA, ça y a pas de question là-dessus, ce sera un MOBA mobile, mais non mais alors vu le nom du trademark, s'il faut c'est juste une application où tu as des guides de League of Legends parce que la trademark est hyper large. Mais normalement ce serait ça s'appellerait League of Legends Supremacy. Après le problème c'est que le marché du MOBA en ligne c'est très asiatique. Surtout la Chine qui raffole de ça. Et nous on est plus jeux mobiles. Les gachas ont bien pris en Occident. Mais les MOBA, je suis pas sûr, tu vois, je suis pas convaincu que. Pour moi, celui qui a fait le plus sa percée, et c'est des copains à Riot Games, c'est Supercell avec Brawl Stars. Oui. Qui s'en approche. On n'est pas vraiment sur du MOBA, mais on est vraiment pas loin, avec quand même un super, donc l'équivalent d'Ultimate, et une capacité avec une multitude de champions à disposition et des modes de jeu
qui pourrait faire penser à Aram, Dominion et une faille classique. Évidemment, il n'y a pas à détruire des tours, etc. Mais ils ont simplifié pas mal l'expérience utilisateur. Je pense que ça correspond bien à une certaine audience occidentale comme orientale. Maintenant, je pense qu'on peut attendre mieux. Mais à quel point on a envie de jouer un MOBA sur son téléphone, c'est aussi l'autre question. Quoi, parce que moi, j'ai envie d'y passer un temps qui soit dédié, où je suis focus, etc. La plupart du temps, quand je lance quelque chose sur mon téléphone, il y a des chances que je sois emmerdé. Ouais, non, moi je suis. Après, on n'est pas du tout client, je pense. Déjà, on est trop vieux. Oui, vous êtes peut-être pas à l'audience, tout simplement. Voilà, déjà, on est trop vieux. On a joué à League of Legends sur PC, quoi. Et on joue à League of Legends, c'est tout, hein. On joue à League of Legends sur PC. Et puis, moi, par exemple, mon téléphone, ça a jamais été. Et pour moi, ça ne sera jamais une console, en fait. Alors, bon, la N-Gage RIP, voilà. Mais sinon, pour moi, un téléphone, tu vois, c'est toujours SMS, appel et Twitter, tu vois, les applications, un truc comme ça. Mais jouer sur un téléphone, pour moi, c'est pas du tout quelque chose. Ouais, mais ça veut clairement pas dire qu'il n'y a pas de marché. Bien sûr, tout, justement. Avec les générations qui arrivent. Justement. On va aller de plus en plus vers un marché du jeu vidéo mobile, je pense. Parce que quand je vois les plus jeunes. Dans tous les cas, il y aura de la place pour ce genre de jeu. Évidemment, parce que quand je vois les plus jeunes, pas des amis, mais voilà, des connaissances, des enfants, de personnes que je connais, etc., qui ont 10, 11, 12, 13 ans, ils jouent énormément sur mobile. Et du coup, je veux dire, le MOBA était le style de jeu le plus populaire du monde. Et pourquoi pas je me rappelle, moi, réitérer le truc sur mobile, quoi. C'est ça le challenge. Les vacances en famille où tu pars en voiture, où t'as rien à faire pendant 8 heures, j'aurais bien aimé avoir un MOBA mobile. Hein. Quand j'avais 9 ans, t'inquiète pas. Hein. Le petit League of Legends mobile dans la voiture pour la Carcassonne, dans pour passer dans la voiture, tenter vacances. Après, à l'époque, on n'avait pas la 3G, hein, donc tu sais, ça aurait été compliqué. Justement, maintenant, je pense qu'il y a clairement des choses à faire. Parce que bon, à l'époque, pour faire une game de League of Legends, t'aurais dû payer peut-être 50 balles de hors forfait. Ça aurait été incroyable. Mais du coup, pardon. Probable, effectivement. Complètement. On a bien introduit TFT. On va faire juste un petit récap du patch 9.14. Je vais vous dire un petit peu ce qui va se passer très rapidement. Au patch 9.14, première information importante, au troisième round PvE, c'est-à-dire juste avant le PvP, les minions, donc le troisième round de minions n'existe plus dans l'état. C'est un nouveau round avec des grompes, 2 grompes, et sachant que on a à partir de ce round un item obligatoire. Le mob qui porte cet item, il a une affixe aléatoire entre un Guardian Angel, un Red Buff et un Dragon's Claw, le truc qui fait qu'il prend moins de dégâts magiques. Ça rajoute un peu de dynamisme. Et on a toujours des items maintenant à partir du troisième round PvE. Tous les monstres dragons, pardon. J'ai un peu peur. Est-ce que ça va être. Enfin, t'as testé toi, moi j'ai pas testé, mais est-ce que c'est plus dur? Non, ça a été. C'est pour le décor, quoi. Ça a été équilibré, c'est plus dur. Enfin, genre, si tu int complètement. Le buff, tu le lootes pas. Non, tu lootes pas le buff. Okay. Non. Il y a beaucoup de gens qui voyaient le Guardian Angel, ils font, oh, je vais avoir le Guardian Angel, c'est de la merde. Non, tu lootes pas le buff, c'est juste. Voilà, ils ont un red buff, etc. Tous les dragons, Herald, etc., lootent un item complet, c'est-à-dire un item fusionné, à 100%. Et ils ont des affixes, Guardian Angel, Red Buff, etc. Autre changement, le Morello et le Red Buff ne sont maintenant plus que 2 faces d'un même item. Pour le Morello, ce sont les spells, et pour le Red Buff, ce sont les attaques. Ça fait 13% des HP max en dot, et ça enlève tous les heals. Et ça change énormément la méta. Les démons se font buff, ils font beaucoup plus de dégâts. On passe jusqu'à 400% de dégâts de brûlure. On a les ranked qui ont été introduites, et c'est le sujet dans lequel je vais vous parler. Les ranked, comment ça fonctionne? Si vous faites entre top 1 et 4, vous gagnez des LP. 5-8, vous perdez des LP. Ce qui se passe actuellement, c'est que pour la sortie, et attention, c'est pas quelque chose de fixe. Ça va peut-être changer si je déteste. Pour le moment, lorsque vous êtes jusqu'à Gold, vous pouvez queue jusqu'à 5 en ranked. Lorsque vous êtes au-dessus de plate, 3. Les restrictions sont les suivantes. Allez, à l'oral, c'est peut-être compliqué, écoutez bien. Les fers de Iron à plate, on peut jouer ensemble. De Gold à Diamant, on peut jouer ensemble. De plate à Chal, on peut jouer ensemble. Et il y a un truc assez chelou sur l'infographie, c'est que les plates peuvent jouer avec les Chal, mais les Chal peuvent pas queue avec les diamants. Du coup, je sais pas trop comment je sais pas, l'infographie est un peu bizarre. Mais voilà, en gros, c'est plus ou moins la même restriction qu'il y a sur les ranked de League of Legends. Et le sujet, c'est, est-ce que vous pensez que ça change quoi que ce soit qu'on fasse des ranked avec des gens, en fait? Est-ce que c'est négatif ou positif? Je pense que Chipou, t'avais déjà un avis, on en a déjà parlé, du coup, je t'invite à peut-être en parler un peu plus. Négatif. Désolé. Négatif, pas vraiment. Enfin,
Un peu, mais c'est vas-y, explique-toi. pas vraiment quoi. Parce que forcément, il y a encore des mécaniques, genre le kickblock, etc. sur les carousels qui est pas top. Bon, à moins que, comme tu l'as dit, 7 joueurs s'y mettent tous ensemble pour bloquer un mec, On l'a fait. a priori, il y aurait pas de problème. Mais même un deny juste sur un item qui fait prendre un item, ça m'est arrivé qui fait prendre un autre item qu'on voulait pas, ça m'est arrivé plusieurs fois, c'est assez chiant. Et donc on peut imaginer que 5 joueurs ou 3 joueurs qui jouent ensemble peuvent potentiellement influencer une game de cette manière sur un jeu qui est censé être solo. Et c'est ça justement le point que je soutiens, c'est que TFT, bah, c'est un jeu solo, clairement. Il n'y a aucune interaction pardon, avec les autres joueurs. Et il n'y a aucune raison de pouvoir jouer ensemble, en fait, puisque du coup, on joue pas ensemble. C'est ça le raisonnement. Et je comprends pas pourquoi, sur un jeu solo, on pourrait faire des ranked à plusieurs, en fait. Quel est l'intérêt, quel est le but? Bah, quand tu joues au poker, des fois, tu joues à la table de tes potes. Et c'est juste pour passer un moment avec. Enfin, tu vois, moi, je vois plus le côté. Tu joues avec tes mais à un potes. moment, c'est pas. Et s'il y a une compète entre tes potes, quoi. Pas sur du compétitif, je sais pas. Ok, d'accord. Croc, qu'est-ce que tu penses je rejoins un petit peu ce sujet-là. Je vois qu'il y a pas mal de streamers qui essaient de jouer à plusieurs et parce que du coup ils se disent que ça va être plutôt un bon niveau, mais ils le font plutôt pour cette raison et pas trop pour le fait d'être joué avec des potes. À la fin, c'est quand même un jeu solo. Ce qui est intéressant avec du vocal et le fait que tu sois à plusieurs dans le même jeu, c'est plutôt pour bait finalement. Puisqu'il y a quand même ce côté du est-ce que tu prends ce champion, est-ce que tu le prends pas, est-ce que je pars là-dessus, est-ce que je pars pas là-dessus. Tu peux scout, mais tu peux aussi essayer du coup de bait, ouais. ça rajoute un petit peu. Après, je suis d'accord que pour moi, le côté ranked fait que s'il y a vraiment le côté monter en niveau, jouer de plus en plus contre des joueurs bons et forts, bah, de base, jouer avec tes contacts, c'est toujours un peu spécial, quoi. Enfin, pour moi, je le mettrais plus dans la case faire des persos ou faire des normales, quoi. Mais peut-être qu'ils veulent faire simplement le fait qu'il y ait ranked et rien d'autre, quoi. Enfin, un peu en mode toute partie sera ranked. Voilà, il me semble que ça se dirige vers ça. Parce que dans le PBO, c'est comme ça. Mais clairement, il y a quand même un autre problème, c'est que il y a ce système-là de plates qui peuvent duo avec des challengers, etc. Sur LoL, on se plaignait déjà des challengers, des grandmasters qui faisaient des ranked en solo queue contre du high jam. Là, s'il y a des plates qui commencent à duo queue avec des chals, qu'est-ce que ça va faire? Mais du coup, en fait, c'est pour ça que le système de LP est bien fait, c'est que si tu fais 8ème, mon pote, tu perds pas 30 LP. Hein. tu fais fou, tu plonges. Il y a quand même les promos du coup? Non, il n'y a pas de promote. C'est ça le truc aussi. Donc c'est juste un système en fait de. C'est StarCraft. Avec MMR comme on avait avant, quoi. C'est un système à la StarCraft, c'est-à-dire que tu passes au-dessus de 100 LP, tu gardes l'excédent et tu passes au-dessus, tu as 0 LP, tu perds et c'est fini. Et du coup, t'as aucun intérêt à duo avec un chal parce que si t'es plate, parce que si tu perds et que t'es 8ème, mon pote, tu plonges, tu vas dans les tréfonds. C'est plutôt le chal qui va plonger. Bah non, parce que lui va gagner, parce qu'il est meilleur, évidemment. Mais du coup, bon, moi personnellement, tu vois, je joue beaucoup avec mes amis qui sont bien moins bons que moi parce qu'ils ont beaucoup moins bien joué et ça m'amuse beaucoup. Tu sais, en vocal, juste on fait de la merde et on discute, on rigole. Du coup, moi j'aime bien ce côté, tu vois, dimension. Tu vois, je joue seul des fois en tryhard, en stream, etc. Et des fois, je viens jouer avec mes potes et je m'amuse énormément. Et il y a ce truc de la ranked, comme je t'ai dit. Je jouais pas mal avec des potes au poker, on était potes mais c'était compétitif, on voulait gagner mais on était des potes sur la même table et ça veut pas dire que qu'on jouait moins bien, ça veut dire parce qu'il faut faire la part des choses aussi, je veux dire, quand on veut gagner, quand on est compétiteur, je veux dire, t'es mon pote, mais moi je veux gagner, hein. Il n'y a pas de oui, je te laisse ton item, etc. Non, je joue de la manière la plus optimisée possible pour gagner. Et justement, tu dis je te laisse ton item ou pas? Ah non, je te laisse pas ton item, moi je veux gagner. Non, mais attends, il y a justement ce truc-là de savoir un peu les compos que ton pote joue, s'il joue plutôt certaines compos ou d'autres, pas forcément qu'une seule compo, mais si vous êtes en vocal, que tu sais plus ou moins qu'il va partir sur telle ou telle compo, tu peux le counter. Et je pense que c'est un peu pour cette raison que moi, perso, je jouerai en solo quand les ranked sortiront. C'est que je préfère jouer avec 7 mecs qui m'ont jamais vu et qui potentiellement savent pas ce que je joue. Du coup, tu joues jamais au Hello, quoi. Parce que je peux te dire que si un jour t'es challenger, tu vas faire les mêmes mecs en boucle, quoi. Tu vois, un peu comme sur LoL. Déjà qu'en diamant, tu tombes sur les mêmes mecs en boucle. Si t'es challenger, t'as pas réussi. Oui, non, mais je suis d'accord. Ok. Écoutez, bon. C'est pas le but. Mais c'est bien parce que je suis content qu'on ait des avis assez différents. Parce que c'est marrant, on a du coup, ça amène vraiment une vision du jeu très différente. Parce que pour moi, c'est à la fois un jeu qui peut être extrêmement compétitif et en même temps je trouve que c'est un jeu qui est genre vraiment trop. Par exemple, je joue avec des amis qui n'ont jamais joué à LoL
ils ont jamais joué à LoL, ils ont juste DL le jeu et on se met à 8 comme ça sur un TS et voilà on discute et on joue en même temps et je trouve qu'ils ont vraiment réussi leur coup. Mais c'est super chill, c'est super cool et tu peux aider les gens facilement. C'est simple d'accès aussi. C'est simple d'accès, tu peux aider super facilement. Et je peux rajouter que moi, tu vois, l'expérience que j'ai, c'est que je l'ai montré à mon frangin. Mon frangin, c'est plutôt un joueur Hearthstone et LoL. Il a joué à LoL quand il était plus jeune avec moi, etc. Il est un peu plus jeune que moi. Et là, quand il a vu le mode, au début, il a dit bon, je veux bien voir et tout. Il a regardé 2 games. À l'époque, je lui montrais Dota Overlord. Et ensuite, je lui ai montré rapidement comment ça fonctionnait sur LoL. Le lendemain, là, donc hier, il a passé pas mal de temps dessus. Il a bien kiffé. Il était vraiment perdu les 3 premières games. Et ensuite, il a dit, c'est cool, ça me fait rejouer avec les persos de LoL et tout. Il était plutôt content. Et moi, en tant que caster, je trouve ça cool parce que ce que j'aime bien, c'est qu'on ramène du coup un peu les bases de chaque champion en les redéfinissant par une classe et une race. Et je trouve ça plutôt agréable parce que League of Legends, c'est aussi ça. C'est aussi plein de personnages différents qui ont un lore, une histoire, etc. Et ça peut ramener un petit peu du concret, du bonus en plus dans nos castes, tu vois, de dire que la Lysandra, c'est un glacial et qu'elle remplit un peu ce rôle-là dans League of Legends, c'est la réalité, que ce soit dans League of Legends et dans TFT, quoi. Le tombeau de glace, etc. Ce côté gardien et glacial, c'est comme ça qu'on peut le définir. Après, on peut aussi dire qu'il a une moustache, mais exactement. Tu veux essayer de lui donner les informations un peu précises pour des gens, c'est un gardien, il est glacial, ça définit bien le truc, quoi. Donc moi, ça me donne beaucoup envie de jouer à League of Legends, simplement pour les classes et ce que est le personnage, quoi. Alors Draven, ça me plaît bien dans les compos de TFT pour le Blade Master Impérial, j'ai envie de jouer Draven une fois que j'ai fait 3 TFT, quoi. Ouais, tu le vois d'une façon différente un peu, ouais. Voilà. Alors, moi, pour le coup, je l'ai fait complètement inverse. J'ai absolument pas envie de jouer à LoL depuis que j'ai joué à TFT. J'ai envie de jouer qu'à TFT. Ouais, ça reviendra, je pense. Non, mais moi, c'est genre. Mais après, pour le coup, je pense que je suis particulier parce que TFT, c'est genre. Le jeu, c'est mon wet dream, si tu vois, en termes de jeu. C'est-à-dire que j'ai toujours rêvé à un Hearthstone League of Legends, entre guillemets, parce que j'adore les jeux de cartes et je suis mécaniquement puant à League of Legends. Et moi, je suis fort pour réfléchir, je suis pas fort pour faire des trucs avec mes mains, tu vois. Et du coup, en vrai... mais je pense que t'as raison. Enfin, ce que t'as raison de dire, c'est que pour la sensation de pas mal de gens qui étaient capés au niveau du skill, le fait d'avoir un jeu comme ça et que ce soit estampillé League of Legends, ça leur fait beaucoup de bien. Ah ouais, en plus il y a tous les champions que je connais et tout. Ça ramène pas mal de monde. Ça ramène pas mal de monde. Et Croc, tu es un invité. Pardon. Non, mais écoutez, j'ai forgé récemment et c'est un joueur Hearthstone Nizuma qui a gagné d'ailleurs. Ouais. Donc ouais, ça ramène pas mal de monde d'autres communautés, c'est assez intéressant, je trouve. Et du coup, Croc, tu es un invité incroyable puisque tu me fais la meilleure transition possible pour la dernière question de ce podcast. Il est incroyable quand même. Ça bosse, hein. Un vrai caster. Avant. Toi, en tant que caster, justement, un vrai caster, TFT, les pour, les contre, est-ce que tu as envie d'en caster? Est-ce que quand je serai au LCS TFT sous le logo SKT, tu viendras me caster, etc. Voilà. C'est quoi ton ressenti pour le moment en tant que caster? Mon ressenti, c'est qu'il y a plein de choses à faire, que le cast pourrait être assez intéressant sur ce jeu. Après, pour moi, c'est pas l'opti du cast, quoi. Le jeu est pas fait pour être casté par rapport, si tu compares par rapport au tier 1 d'e-sport actuel, que ce soit LOL, CS qui est incroyable à commenter, LOL qui est incroyable à commenter, ou même StarCraft. Je trouve que on est beaucoup plus sur du Hearthstone ou Rainbow, ouais. Et si on est sur du Hearthstone, les commentaires ils sont beaucoup plus analytiques que le truc de ouf. Après, la RNG, elle est commentable. Je pense que plus le jeu va avancer, plus on voudra réduire la RNG parce que les joueurs vont commencer à devenir de meilleur en meilleur. C'est ce qui est arrivé pour League of Legends, hein. On avait du dodge et du crit, on en a enlevé un des deux. Donc pour moi, ça serait logique qu'on atteigne des choses qui sont de moins en moins RNG et du coup qu'on soit un peu moins surpris des résultats en live, quoi. Il va y avoir des métas. Les métas vont faire que du coup, il y aura les gens qui se conforment à cette méta. Et si les gens se conforment à cette méta, ils perdront moins de points. Donc il n'y aura pas oh là là, le Draven, il a one-shot toute la compo adverse. Ou ce qu'on voit avec Scarra, qui a mis 1800 de dégâts avec la Akali, 3 items, quoi. Donc du coup, ça va faire que ça va être intéressant à commenter puisque du coup, il y aura un peu moins le côté fou et un peu plus le côté il tente cette strat, machin et tout. Mais il pourrait abattre cette carte s'il pop un Cartus ou je sais pas une Anivia pour finir sa compo, blablabla. Mais je suis pas hypé par le move incroyable, etc. Là où je suis hypé, c'est le fait que c'est un jeu où il y a tout à découvrir,
que malgré tout, il y a 8 joueurs qui sont sur la même map et tu peux facilement aller scout un peu ce que fait les uns et les autres. Et que comme c'est un jeu qui est assez tranquille, tu peux enchaîner les parties sans qu'elles se ressemblent et pouvoir amener pas mal de choses, d'idées, de knowledge du jeu, mais aussi de trucs marrants à raconter sur League of Legends et à mêler ça avec l'histoire des joueurs qui se créera toute seule, puisqu'il y aura des gagnants et des perdants dans les tournois de G4G ou dans les tournois là comme les Twitch Rivals, c'est Twitch Rivals qui arrive là. Et du coup, oui, ça va créer des premières histoires. Honnêtement, je pense qu'il y a des jeux, dès que c'est plus FPS, dès qu'il y a plus de skill, c'est plus fun à commenter parce que du coup, il y a cette part de il doit réussir un combo et s'il le réussit, c'est ouf. Alors que là, il va plus y avoir la carte du. Enfin, ce que moi j'ai trouvé ouf dans les commentaires de Hearthstone à une période, c'était quand le mec avait 26 possibilités et qu'il draw, et quand il pioche sa carte, il a pile poil ça, il avait 4% de chance de l'avoir. Ça lui fait piocher une autre carte, il avait 4% d'avoir ou 0,4% de l'avoir. Ça lui fait un total incroyable de tu parles de Pavel, ça 0 chance. Voilà, c'est du Pavel. Tu parles de la phase finale de Pavel où il fait le 0,02% de chance sur tout son draw. Ouais, ça, pour ça, j'aurais aimé être un commentateur de Hearthstone pour commenter ça, parce que c'est juste ouf. Mais ça n'arrivera que rarement, et encore moins, je pense, sur TFT, où les combinaisons sont moins profondes. Enfin, Hearthstone est à 1000 fois plus de profondeur de jeu actuellement. Et c'est normal, hein, c'est le jeu qui est fait comme ça, c'est un jeu de cartes à collectionner. Écoute, c'est encore génial parce qu'on a un avis complètement différent. Et c'est ça qui est intéressant. Okay. C'est que pour moi, pour avoir regardé énormément de compètes, de cast, etc., et même je cast parce que ça me fait marrer, pour moi, tu vois, TFT, c'est un StarCraft-like. C'est-à-dire que t'as la phase de la strat, qu'est-ce qui se passe, voilà, bon bah là, on peut faire ça, on voit que ce genre-là fait ça, et puis t'as un teamfight toutes les 1 minute 30, un petit peu, tu vois. Et pour moi, tu vois, il y a ce côté de. Ben c'est exactement ce que je fais en stream, tu vois, c'est que j'explique ce que je fais, j'explique pourquoi, machin et tout. Et d'un coup, il y a teamfight et je pète un plomb. Genre vraiment, je pète un plomb parce que il y a des trucs qui se passent, c'est incroyable, c'est visuel. En plus, c'est des champions qu'on connaît. Et du coup, tu sais, il y a toutes les histoires de LoL, tu peux les ramener. Tu vois, sur tout ce storytelling. C'est que t'es sur tes 50, 100. Allez, si t'es un gros joueur, sur tes 150 premières games. Et pour moi, quand tu arriveras, comme c'est le cas pour nous sur League of Legends, à 1000 games commentés, ou je sais pas, enfin peut-être pas 1000 pour moi, mais pour certains de mes collègues, je pense plus qu'ils aient. Enfin, il y a toujours des moves de ouf qui peut passer quand il y a du skill, mais là, comme il y en a moins, il y aura quand même, à mon avis, moins de. À part le placement et un Kennen qui n'ulte pas au bon moment. Ouais. Enfin, je pense que au bout la première fois, tu dis il y a un problème, la deuxième fois, soit il l'a réglé, soit le Kennen a disparu de la compo. Et le troisième truc, tu dis ah bah oui, il a juste mal ulti, tu vois. Enfin, tu te dis plus oh c'est incroyable, l'ulti n'a pas marché, tu vois. Écoute, je pense que tu peux. Enfin, les gens pourraient être un petit peu comment on dit lassés d'être okay. d'avoir en fait les mêmes types de moves qui vont pop tout le temps, parce que par exemple la Kindred qui sur sa dernière auto-attaque ne pop pas son ulti et meurt. La première fois t'es comme un dingue. Mais alors après, avec les games à pression, peut-être, mais au bout de la 10e, on a l'habitude, quoi. On sera peut-être pas en mode oh, c'est ouf, elle a pas ult, quoi. Ce sera plus en mode bah, elle a pas ult parce qu'elle s'est fait bien focus, terminé. Tu vois. Bah, je pense que c'est des questions de caractère parce que je suis quelqu'un de très hypé dans la vie en général. Du coup, moi, je t'avoue que j'ai fait. Enfin, des games, j'en ai fait beaucoup trop. Et chaque teamfight, je suis hypé de ouf. AMSO, j'ai regardé Cruor, j'ai regardé enfin, pas mal de Gob, etc. Et je vois qu'il y en a certains qui commentent leur match comme s'ils le vivaient, c'est le cas pour Sean. Et t'en as d'autres, genre Gob, ah bah my bad, c'est pas passé, tu vois. Donc, après, c'est je pense qu'il y en a pour tous les goûts. J'ai hâte de voir ce que ça va donner au niveau compétitif, mais encore une fois, on n'aura même pas de mode spec. Et pour les Twitch Rivals spécifiquement, ce qu'ils veulent mettre en avant, c'est les joueurs. Donc si on peut les commenter, ce sera cool, mais je crois pas que ce soit. Moi, je pense que le format qui va se faire, et on va clôturer sur ça bientôt, je pense que le format le plus intéressant pour TFT, et corrige-moi si je me trompe, c'est d'avoir un petit peu la Fortnite, c'est-à-dire t'as les 8 POV, les 8 mecs qui streament, et toi tu peux, tu sais, t'as un genre de... Tu sais, comme au foot, t'as un genre de multiplex, où en gros tu peux passer sur le stream de l'un et de l'autre, et tu commentes par-dessus. Soit tu sais que par exemple il est en train de faire une stratégie et du coup tu le laisses parler et tu sais quand il dit bon là je vais mettre en place ça parce que au T5 je vais faire ça et je garde mon XP pour ça, ou alors quand il y a vraiment un team fight ou que tu sais par exemple tu vas avoir un play by play
Colorcaster, et tu sais qu'il y a un gros teamfight, que tu prennes du coup le POV et que tu hype un petit peu le truc, et surtout tu vois dans les phases finales, parce que tu sais quand t'as par exemple les 4 derniers, t'as ce truc de c'est du 2 contre 2 et t'as 4 compositions qui sont certainement différentes avec un pierre feuille ciseaux, bah du coup pierre feuille ciseaux ciseaux ou pierre feuille, enfin bref t'as compris, il y a 2 compos qui peut-être marchent plus contre une autre compo, etc., et tu sais t'as tout ce truc de tu peux passer sur les POV de chacun, et je pense que c'est le format le plus adapté actuellement pour stream du TFT. Après, est-ce qu'on justement on partirait sur un truc multiplex où t'as à chaque fois un mec qui caste un POV à chaque fois, et t'as un casting desk central qui passe de l'un à l'autre, etc. Je suis pas fan, je trouve que Twitch ça va mieux avec le fait de stream son propre POV avec sa cam et tout. Je sais pas trop ce que t'en penses toi en tant que caster. Un mode spec d'ici quelques patchs, et du coup cette possibilité là fera qu'on aura un mode spec qui nous permettra d'aller regarder les games et de commenter un peu ce qu'on veut. Je pense que malgré tout, tu as raison, ce serait un truc, comme c'est un truc de top un peu, on va dire, ça a des similitudes avec les Battle Royale. Ouais, c'est un BR, hein, enfin, je veux dire, en ayant cette similitude BR, la force de ça, c'est que du coup, il faut aller. Enfin, la force. La faiblesse, c'est que tu peux pas tout voir en un screen comme on l'a avec League ou Hearthstone, puisque c'est un tableau où il y a que 2 personnes. Là, on est plus sur. Du coup, aller choisir les histoires qu'on veut raconter. Moi, je trouve que c'est pas trop dérangeant parce que ça aide plus le contenu. C'est ça qui est intéressant. Moi, on va aller regarder le début de Gob qui est, on va dire, favori du tournoi, je dis n'importe quoi. Yes. Et ensuite, on va aller regarder le petit challenger qui commence à grimper. Comme ça se fera sur plusieurs fois et pas juste sur un match, bah, on va d'abord regarder un peu et suivre une première histoire. Comme on suit en LAN une équipe, même si elle va pas forcément perf à la fin, tu vois, comme dans la phase de groupe d'une LAN offline. Et derrière, on va prendre l'histoire qui semble la plus facile. Et puis petit à petit, les histoires vont s'écrire. Donc ce sera peut-être pas un joueur, mais une équipe. Du coup, on ira suivre une équipe spécifiquement. Voire même, comme dans les BR, tu as plusieurs mecs d'une même team qui jouent comme en Formule 1, les uns contre les autres, par exemple, sport automobile. Etc. Ouais, mais du coup, à quel point tu peux faire des strats avec ton équipe en mode on laisse toujours Vayne à tel mec, ou on essaie de faire une compo toujours Yordle pour piquer tous les Yordle de la map. Enfin, tu vois, du coup, ça, c'est des à strats. quel point ça peut se jouer en strat en team pour aider à prendre le max de points dans les BR. Donc, à voir. Je suis très intrigué par comment ça va évoluer. Mais je pense qu'on aura un mode spec en tout cas et que ça nous facilitera les choses pour que nous on suive le contenu dont on a envie et qu'on le fasse un peu passer quand on veut, quoi. Enfin, peut-être même avec quelques caméras à l'intérieur qui serait un peu plus sympa pour faire des intros. Avec de la 3D, tu sais, quand le teamfight commence, t'as une 3D qui dévoile toutes les compos, tu sais, genre. Déjà, quand tu lances le jeu, t'as une petite cinématique avec les bandes noires. Ouais, qui est vachement stylé. Ça, c'est très. En cinémascope et tout, c'est vraiment joli, ouais. Il y a Little Legends. Mais tu sais, genre, tu sais, une caméra, tu sais, comme au match de foot quand ils sont face à face. Et tu sais, t'as une caméra qui passe droite, gauche, tu sais, tu vois les deux teams qui sont face à face avec de la 3D. Ça existe déjà, je veux dire, sur Under 20, il fait ça quand il présente ses skins, tu sais, il a son soft à lui qu'il a développé, d'ailleurs que Riot utilise maintenant et qui s'utilise sur le cast, tu sais, avec la 3D et tout, machin. T'as vraiment des trucs super intéressants à faire en termes de cast. Mais ça fait longtemps que nous parlons, messieurs, et pour que nos auditeurs ne s'endorment pas 10 fois devant ce podcast, même si je pense que c'est compliqué, nous allons leur dire au revoir. Est-ce qu'on a peut-être quelque chose à dire, un dernier truc à rajouter sur TFT? Bah non, merci Soren pour ce podcast. Moi, j'avoue que j'ai hâte de suivre les aventures de TFT. Je vais continuer à pas mal y jouer et je vais regarder un peu les futurs Twitch Rivals pour regarder justement comment ça prend. Et puis, il faut pas qu'il lâche parce qu'il y a du monde derrière. Hein. Dota Overlords, c'est pas mal. Hein. Ouais, il va y avoir une vraie concurrence qui va se faire. Auto Chess aussi. Et la vraie question, c'est est-ce que Riot va emboîter le pas avant Dota, etc. pour faire une scène compétitive, sachant qu'ils en ont les moyens et l'infrastructure. En tout cas, on verra bien ça dans le futur. Merci beaucoup, Croc. Merci beaucoup. Du succès du jeu. Hein. Oui, bien évidemment. Mais bon, le succès du jeu, pour le coup, là, ça va. Bien évidemment. Je vous dis merci, Chipou et Croc, merci beaucoup d'être venus pour ce podcast, c'était le Milieu FK numéro 5, encore merci à Jonathan SP, notre tipeur, vous pouvez nous suivre évidemment sur Twitter, on est diffusé sur Spotify, sur SoundCloud, on est bientôt diffusé sur Apple, c'est incroyable, vous pouvez nous retrouver absolument partout. Ton Twitter, Croc, c'est Croc eSport, il me semble. Ouais, Croc eSport avec un tiret du bas, vous pouvez me retrouver dessus et m'envoyer des messages en privé ou en public, je réponds quasiment à tout. C'est vrai. En plus, c'est vrai, t'es un des mecs qui répond
assez souvent. Ouais. Chipou, est-ce qu'on peut te retrouver? Ouais, Twitter, The Durzog, comme d'hab, et si vous voulez voir en du stream, des TFT, fois. tweet Fanmaro. Hein. Et d'ailleurs, Croc, c'est quoi ton actualité là, qui arrive en cast? Qu'est-ce que tu vas faire là? La LFL? Cette semaine, LFL, évidemment, un peu de LCK. J'ai pris le jour de la fête nationale pour aller commenter donc, le 14 juillet. Et puis ensuite, je vais continuer à travailler pour Roger. Dans les cartons, je travaille aussi toujours pour un incubateur à Paris, un incubateur qui aide des startups du jeu vidéo à grandir et plutôt dédié à l'e-sport même. Et ça occupe une partie de mon temps. Il va y avoir de la formation aussi à partir du mois prochain. Donc non, pas mal de trucs, je suis super content, pas mal de taf et j'ai hâte de vous présenter tout ça dans les semaines à venir. Ok, au pire tu pourras venir en parler, un petit Midway AFK spécial Ouais. incubateur. Écoutez, moi vous pouvez me retrouver sur Twitter, Soren144, vous pouvez aussi retrouver mon stream, c'est pareil. Touche.tv, Soren144, la chaîne YouTube c'est pareil, et bien évidemment sur Midway AFK et le prochain épisode. Merci beaucoup à toutes et tous d'avoir écouté cet épisode, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, et ciao.